De retour dans Politicia et dans cette deuxième partie consacrée à Madagascar. Alors que se passe-t-il sur la Grande Île alors que le président de la République fait l'objet de critiques à mi-mandat et qu'un attentat a frappé la capitale Antananarive ce dimanche 26 juin et ce en pleine fête de la célébration de la fête de l'indépendance. Avec nous sur ce plateau pour en discuter, monsieur Patrick Rajoelina. Vous êtes un proche du président de la République. Vous avez également été son conseiller diplomatique pendant sa campagne électorale de 2013. Soyez le bienvenu. Bienvenue à vous également, monsieur Philippe Rajon. Vous êtes vice-président national du Leader FANIL. Bonjour. Bonjour. Alors l'actualité malgache, c'est notamment le fameux code de la communication qui était censé être voté à l'Assemblée nationale ce vendredi, mais finalement le vote a été suspendu. Alors monsieur Rajoelina, je commence avec vous. Pourquoi ce vote a été suspendu? C'est de la décision souveraine de l'Assemblée nationale de Madagascar d'une part. Ce code par ailleurs a déjà été adopté par le Sénat il y a quelques jours et les députés souverainement ont décidé donc de suspendre les discussions afin éventuellement d'écouter les critiques qui pourraient être formulées par les uns et par les autres. Ce code de la communication, j'ai été enseignant pendant 20 ans à l'école de journalisme à Paris. Pourquoi est-ce que vous contestez ? Justement, il y a un certain nombre d'éléments que justement, je disais à chaque fois à mes étudiants, c'est que celui qui est, par exemple, actionnaire majoritaire d'un organe de presse, télévision, journal ou radio, doit mécaniquement en devenir le directeur de la publication. Et c'est un des aspects aujourd'hui qui achoppe dans les discussions, c'est que apparemment, un certain nombre de personnes ne souhaitent pas, je parle des actionnaires principaux des organes de presse, ne souhaitent pas devenir directeur de la publication, ce qui signifierait éventuellement, en cas de délit, voire de crime, leur poursuite. Voilà, c'est ce qui achoppe aujourd'hui, notamment, c'est un des éléments qui achoppe, mais c'est un élément important, paraît-il. Monsieur Rajon, le président de votre parti est également président de l'Assemblée nationale. Il y a dans ce code des éléments liberticides d'après vous? Il y a le fameux article 20 qui est contesté justement par notamment la presse et les gens qui officient donc dans tout ce qui est information. Parce que cet article-là porte sur la cybercriminalité. L'objectif est de faire en sorte que, on va dire, les offenses, les diffamations et tout ça ne soient pas permises, surtout avec les... Mais on est en 2016. Et justement parce qu'on est en 2016, il y a aussi la notion de liberté d'expression. On n'est plus en hiérarchie, comme c'était le cas il y a quelques années. On est maintenant en réseau. Et la vérité, ça peut émaner, ça peut être une vérité, ça peut être aussi une information. Et ce qui se passe, c'est que si en ce moment, avec nos blogueurs, les presses locales, régionales ou nationales, qui participent, également est très active. La diaspora qui participe à l'information du citoyen, sont empêchés il y a bien sûr responsabilité pour chacun qui va s'exprimer, mais il ne faut pas que cette initiative de contrôler la cybercriminalité dérive vers l'empêchement aux gens, aux citoyens de s'exprimer. Et moi, là où j'ai peur, je m'exprime en mon nom personnel, c'est que ce genre de loi, on est à mi-mandat de la présidence actuelle et je crains que si on établit ce loi maintenant, c'est pour peut-être empêcher certaines expressions. C'est en vue de la présidentielle, vous pensez qu'on est en train de tenter de museler les journalistes? Sera en 2018. Et c'est pour cela que... Cette réflexion de ce point de vue-là, le régime du président Erdogan Armentian est un régime élu démocratiquement. Les lois qui sont en cours à l'Assemblée nationale et au Sénat sont votées démocratiquement par des députés et des sénateurs. Et je pense qu'on ne peut pas laisser dire que le régime actuel prépare un régime muselé et liberticide. Dans le mot cybercriminalité qui a été évoqué par Philippe Rajon, il y a cyber et criminalité.
Le but de cette loi, c'est justement d'aller contre ces criminalités-là. Et on ne peut pas laisser dire non plus que les blogueurs et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, dont je fais partie, ont le droit de dire n'importe quoi pour diffamer. Nous avons été les uns et les autres pendant la campagne électorale que vous évoquiez tout à l'heure, la cible d'attaque. Il y a même eu un fake sur ma communication. Donc, on ne peut pas laisser dire que le régime prépare un régime liberticide en matière numérique. En tout cas, Monsieur Rajoelina, les associations de journalistes en sont convaincues. Elles ont même annoncé une journée sans presse. Donc c'est bien qu'il y a une tension montante et qu'on sent... Ces journalistes y perçoivent un changement. Mais ils ont le droit de percevoir. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai enseigné dans ces écoles-là. Ils ont le droit de percevoir. J'ai un immense respect pour les journalistes et j'ai un immense respect pour la liberté d'expression, mais j'ai aussi un immense respect pour le débat démocratique. Et si les députés ont décidé de suspendre justement la discussion de cette loi, c'est bien pour préparer un débat qui peut avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale entre les députés avec éventuellement une pression de la rue, une pression des journalistes qui est tout à fait légitime. Mais force doit rester à la loi et ceux qui font la loi, ce sont nos parlementaires. Alors justement, les parlementaires, il y a la session donc, de l'Assemblée nationale qui devrait s'achever. Il y a énormément de lois finalement qui n'ont toujours pas été votées. Qu'est-ce qui explique cette lenteur ? À ce point de vue-là. Elle est endémique à Madagascar, si je puis me permettre ce trait d'humour. Non, je crois qu'il y a beaucoup de travail qui a été mis en chantier par le président de la République. Ces travaux ont été mis en chantier après une première partie de mandat, donc la moitié du mandat, qui était chargée, entre guillemets, de nettoyer un petit peu toutes ces années de crise. Madagascar est en crise depuis 2002, avec l'autoproclamation de Marc Ravalomanana en 2002. Depuis donc 14 ans, notre pays est en crise. Nous avons eu également la transition, au cours de laquelle l'actuel président de la République a participé naturellement, puisqu'il était pendant ces 5 années ministre de l'économie, des finances et du budget. Donc nous avons eu, pendant la première moitié de mandat, un certain nombre de choses à clarifier. Cette deuxième partie de mandat va nous permettre de continuer dans cette dynamique. Est-ce que c'est pas un petit peu trop de temps, quand même ? Vous savez... Madagascar, comme je l'ai dit, a vécu 14 ans de crise extrêmement grave. Les bailleurs de fonds internationaux nous ont désertés, la communauté internationale s'est détournée de nous. Donc nous avons eu à reconstruire un certain nombre de choses et c'est à cette reconstruction que le président Eretson Armanpian s'est attelé dès les premiers jours. Mais on ne peut pas demander à un pays comme Madagascar d'aller très très vite. On le voit bien en Occident, dans certains pays, les choses sont très très lentes. Également. Monsieur Rajoelina, le président, quand il est arrivé au pouvoir, avait promis de sortir Madagascar de la pauvreté. Quel bilan dressez-vous donc de son parcours à mi-mandat? Est-ce que vous pensez que les structures, les changements qu'il avait promis ont été mis en place? Vous savez, le plus important, comme a dit mon ami Patrick Razuela tout à l'heure, c'était qu'il y a eu une conclusion démocratique de la crise. Donc il y a eu l'élection du président de la République, qui est un président élu, et c'était le commencement du retour à l'ordre constitutionnel. Seulement, vous avez parlé des institutions tout à l'heure, le retour de l'ordre institutionnel, il y a par exemple des institutions qui ne sont pas encore mises en place. La Haute Cour de justice n'est pas encore mise en place. Il y a déjà une partie qui est mise en place, mais pas totalement. Il y a le Conseil économique et social. Dans un pays où on a un grand problème, l'enjeu fondamental, c'est l'économie, parce qu'on est quand même dans une situation de crise économique. Les CES... 80% des Malgaches, d'ailleurs, vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Cette institution-là, par exemple, n'a pas été mise en place. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si le président de la République a besoin de ressources pour l'accompagner, pour mettre en place une politique économique afin d'accélérer en fait les mesures adéquates, il devrait très vite mettre en place ce Conseil économique et social. Et c'est dans cette ordre d'idée également qu'il devrait... On a parlé tout à l'heure de... Je n'ai pas terminé mon intervention sur la cybercriminalité. La liberté d'expression, vous savez, c'est l'expression du pays réel.
Et tous les informateurs ne sont pas des criminels. Et à partir du moment où on laisse il faut donner donc la chance aux forces vives de la nation de participer à la gestion du pays. Moi, ce que je trouve, je ne ferai pas un bilan, mais qu'un défaut qu'on pourrait donner à la gouvernance actuelle, c'est le présidentialisme, c'est-à-dire une gouvernance où tout est centré autour du président. Pas seulement de cette République. Hein. Le grand problème de Madagascar, c'est les financements de toutes les activités politiques. Et actuellement, je ne ferai pas de bilan, mais moi, je persiste à ce que j'ai dit lors de la dernière émission, c'est que actuellement, le grand problème de Madagascar, c'est que le système électoral, le système électif favorise les riches. Moi, ce que je crains en ce moment, et ça je voudrais le partager ici aujourd'hui, c'est que si on avance, tout le monde parle de 2008 alors qu'on est en 2016, on s'avance vers une élection, mais une élection des milliardaires. Ce seront les gens nantis et pourvus de finances qui viendront, ils sont en train de se mettre en place maintenant, les états-majors se mettent en place, mais dans une confrontation où le pays ne va pas être gagnant. Et Monsieur Radjon, c'est là où l'argent... Et d'ailleurs, on ne peut pas rester sur ce débat politicien. Le seul problème de Madagascar, c'est sa pauvreté. La pauvreté de Madagascar, c'est justement le combat pour lequel le président de la République s'engage et pour lequel le président de la République a été mis en place. Il a été élu démocratiquement. Et quelles mesures a-t-il prises concrètement aujourd'hui sur le terrain? Il y a un certain nombre de chantiers qui sont lancés par le chef de l'État. Le chantier de l'énergie. La presse a très souvent parlé des délestages à Madagascar. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, mais ces délestages sont principalement dus à la désuétude. Tout Madagascar, ou on parle seulement de la capitale? On parle de tout Madagascar, puisque les délestages ont eu lieu dans toute l'île. Un premier chantier qui est un chantier immense, l'énergie, de donner de l'énergie aux Malgaches, l'électricité, mais également un certain nombre d'autres énergies douces. Il y aura, dans quelques mois, 3 centrales hydroélectriques qui vont être lancées. Il y a également la réfection des routes, puisque, j'en parle très souvent, la communication de Madagascar, et effectivement, ça a été lancé en 2002. En partenariat avec des sociétés chinoises pour les construire ? En partenariat avec les entreprises de la communauté internationale, c'est-à-dire Madagascar est un pays ouvert, que ce soit des Chinois, des Turcs, des Français, des Allemands, puisque nous travaillons avec tous les pays du monde. Madagascar est un pays ouvert à tous les investisseurs. Il y a également dans le domaine agricole, et ça c'est également un chantier très important du chef de l'État, ce chantier agricole pour donner plus de productivité à notre agriculture et pour faire de Madagascar le grenier à riz de l'océan Indien, va permettre également de façon indirecte de maintenir les populations sur place et d'éviter l'exode rural. Surtout dans ce contexte avec El Niño. Qu'est-ce qui est fait pour tacler la problématique de la famine ou des risques de famine, notamment dans le sud? C'est un vrai grave problème et de ce point de vue-là, j'ai toujours été vraiment très impliqué dans le fait de dire que cela est une priorité. Nos frères du Sud n'ont plus aujourd'hui, et ça je sais que le président de la République et le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Roger Kool s'y sont attelés. Je pense que c'est une vraie priorité, la lutte contre vraiment la misère dans le sud de notre pays. Monsieur Radjon, pour en revenir à ce que vous disiez, donc avec cette classe d'élite finalement de politiciens qui s'avance vers les prochaines élections, est-ce que ça pourrait expliquer finalement l'avènement de cette société civile qui est de plus en plus active? Oui, justement. C'est que vous, Anne-Marie, vous n'êtes pas encore allée à Madagascar. Pas encore, mais j'espère y aller. Moi, je vous convie d'y aller, parce que c'est un pays formidable, où la population est formidable, et c'est un pays atypique. Mais comme dans les autres pays, il y a la gouvernance. On a parlé par exemple tout à l'heure des projets présidentiels, on a parlé de l'énergie, il y a aussi l'aviation avec la compagnie Air Madagascar. Et la santé, parce que c'est quand même le seul pays d'Afrique qui... ont été réhabilités et il y a actuellement le recrutement de 300 infirmiers. Parce que c'est le seul pays d'Afrique où il y a encore des cas de polio.
C'est le seul pays d'Afrique où il y a un certain nombre de maladies qui sont des maladies qui ont disparu. Donc et le en problème Afrique est adressé. Et sur le continent européen. Mais nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de technologie afin de lutter justement pour donner une meilleure santé aux Malgaches. Ça, c'est très important. Les autorités travaillent en tout cas en étroite collaboration avec le PNUD notamment. Oui, notamment et l'OMS. Les partenaires techniques et financiers. Et Madagascar a besoin et était ouvert justement, c'est ce que qui vient de dire, à toutes les contributions extérieures. Mais maintenant, il y a aussi la gouvernance à l'intérieur. Pourquoi, par exemple, certaines aides n'arrivent pas, ne sont pas débloquées? Parce que la diplomatie internationale a évolué, la philosophie de l'aide a évolué. Maintenant, on a besoin de partenaires où le territoire est représenté, où il y a un travail entre les régions, où il y a une décentralisation de la gestion économique du pays. Ce qui se passe actuellement, je ne dis pas ça pour critiquer qui que ce soit, mais c'est un constat, c'est que la gouvernance reste centralisée. Et la corruption toutes les activités, et là je vais y arriver alors, dans ce cas-là, si vous voulez bien, c'est que toutes les activités restent malheureusement centralisées. Les financements, on a parlé tout à l'heure de l'énergie, il y a notre société d'État concernant les eaux et l'électricité, c'est gouverné par la présidence. L'Air Madagascar est gouverné par la présidence. Il faut maintenant passer à une gouvernance technique. Il est tout à fait normal que ce soit où, à ce moment-là, il y aura plus de redevabilité, plus de transparence. La corruption, c'est dans tous les pays du monde, il y a la corruption. Mais pour en revenir aux lois qui doivent être votées durant cette session parlementaire, les lois anticorruption, en tout cas, sont finalement en bas de la pile. Elles n'arrivent pas à accéder au vote. On dit que ce qui se passe en haut se passe en bas. L'exemple doit venir d'en haut. À partir du moment, comme j'ai dit tout à l'heure, les financements de toutes ces activités électorales et politiques, et là je ne suis pas du tout dans la démarche politicienne, je suis dans la démarche républicaine, où c'est la res publica, c'est la chose publique. L'argent qui vient à l'État doit être partagé, la gestion doit être partagé, informé à tous les citoyens. Ce qui se passe, c'est que quand on a besoin d'argent souterrain, il y a des corruptions dans toutes les couches de la société. Il y a le secteur informel. On a parlé de 90% de population qui est au-dessous de celle de la pauvreté. Mais il y a de la richesse à Madagascar. Il y a de l'or à Madagascar. Il y a des richesses minières. Ce pays, si vous pouvez, quand vous irez là-bas, vous verrez que c'est un pays formidable. Sauf que c'est un pays qui souffre. Et c'est pour ça que les gens ne vont plus dans la révolution sur place. Parce que pour eux, d'abord, c'est la pauvreté l'ennemi. Il faut combattre ça. La spéculation, ça, on le fait. Maintenant, il faut passer à l'étape où on crée des richesses. Les sociétés nationales sont toujours les sociétés nationales qui ont été là. Maintenant, et c'est pour ça que je parlais encore du Conseil économique social, où sont les vrais projets en vue de créer les financeurs, les partenaires techniques et financiers sont vrais. Ils ont été évoqués tout à l'heure, justement, ce sont des projets structurants et pour la société malgache et pour l'économie malgache. Philippe a oublié une grande richesse de Madagascar, qui est la richesse fondamentale de Madagascar, ce sont les ressources humaines. Aujourd'hui, il y a un certain nombre, pour des raisons géopolitiques, de call centers qui arrivent à Madagascar, y compris les call centers qui ne sont pas loin de Madagascar, qui arrivent à Madagascar avec la création potentielle de 40 000 emplois. Aujourd'hui, lorsque vous appelez un call center en Europe... des cerveaux à Madagascar, mais il faut justement développer Madagascar dans cette perspective-là. L'histoire, effectivement... Avec cette ambition de devenir un hub technologique. Mais déjà, Madagascar est en train de prendre le leadership dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et là, je veux rendre hommage au ministre des Télécommunications qui fait un énorme travail de numérisation du pays avec, naturellement, les partenaires privés. La création du comité économique et social est effectivement dans la Constitution. C'est très émouvant de le créer. Mais moi, je crois qu'il faut surtout aider les investisseurs à venir à Madagascar et non pas, comme vous le faites, Philippe Radzon, avoir une vision misérabiliste de notre pays. Notre pays a de forts potentiels et cette vision misérabiliste n'est pas admissible. Qui aidera le pays à s'en sortir. Et vous avez parlé de la société civile tout à l'heure. Heureusement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre confiance en l'avenir de ce pays. Il y a des initiatives en dehors du système étatique. Vous avez mentionné les ressources humaines. On pense à la vanille, on pense au bois de rose, il y a des trafics énormes. Donc c'est de cela que vous parlez, c'est vraiment optimiser vos ressources. Le secteur informel et tout ça, cela se passe en souterrain. Et malheureusement,
c'est un constat. Ça fait partie de ce qu'on appelle les enrichissements illicites. Vous avez parlé de société civile. Il y a des gens de la société civile là-bas. Il y en a aussi en France. Actuellement, par exemple, il y a eu l'initiative de ce qu'on appelle les États généraux de la diaspora. Ça s'est passé avec le ZAMA au Canada à mi-mai, à Wakefield, et bientôt, le 7, 8, 9 juillet, il y aura des États généraux de la diaspora, qui s'appelle ZAMA, à Aix, en province. Je convie toutes les personnes qui seraient intéressées d'y participer, parce que ce sont des initiatives non politiques et non politisées, venant de la société civile, des gens formidables, et qui vont travailler avec les gens de la société civile à Madagascar. Ce sont ce genre de connexions qui permettront à ce pays à fort potentiel d'avoir l'essor dont le pays réel attend. Et continue à attendre. Alors, on a mentionné en début d'émission donc ce triste attentat meurtrier dimanche 26 juin à Antananarive, à Madagascar. C'était le jour de la célébration de la fête de l'indépendance. Je vous propose de revenir sur ces sombres faits avec ce sujet de Deo Gracias Podo. Madagascar encore sous le choc au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 2 morts et 84 blessés à Antananarivo. Dimanche 26 juin 2016, alors que le peuple malgache célébrait le 56e anniversaire de l'indépendance du pays, une grenade a explosé dans un stade de la capitale où se tenait un concert organisé par le chef de l'État. Ce dernier a évoqué une piste politique. La veille, dans son adresse à la nation, il défendait son bilan en demandant à ses détracteurs du temps pour les résultats de ses projets structurants. Le gouvernement veut dès lors jouer la carte de la fermeté. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Dans le monde entier existe ce qu'on appelle la trêve politique. Mais à Madagascar, on ne respecte même pas cette trêve politique. Le gouvernement prendra des mesures drastiques pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Le chef de l'État malgache requiert la solidarité des acteurs nationaux et internationaux pour redresser son pays miné depuis plusieurs années par des tensions politiques et sociales. Depuis l'attentat, la sécurité a été renforcée dans la capitale. Ce n'est pas la première fois que la célébration de la fête de l'indépendance est endeuillée à Madagascar. En 2014, 2 personnes avaient également perdu la vie lors d'une bousculade lors du concert organisé en marge de la fête de l'indépendance. Selon les autorités malgaches, un important dispositif a été mis en place depuis dimanche afin de retrouver les auteurs de l'attentat qui auraient pu faire davantage de victimes. Un défi de plus, celui de la sécurité que doit désormais relever le gouvernement, déjà confronté aux problèmes socio-économiques. Plus de la moitié de la population malgache vit encore avec moins de $2 par jour. Monsieur Rajoelina, cet attentat est survenu donc au lendemain d'un discours du président de la République qui demandait, du discours du président de la République où il demandait plus de temps pour faire ses preuves. Est-ce qu'on peut évoquer la source d'un attentat politique ? À l'heure qu'il est, pas du tout, puisque l'enquête est toujours en cours. Il y a eu 3 morts, 90 blessés. Il y a eu également le jour précédent, c'est-à-dire le samedi précédent, 2 attentats, un au Sénat et un à la direction de la statistique. Donc les enquêtes sont en cours et je pense qu'à l'heure qu'il est, il faut garder raison et ne pas se prononcer trop vite. Monsieur Rajon, ce n'est pas la première fois qu'il y a un attentat donc le jour de la fête de l'indépendance. Les tensions finalement restent vives à Madagascar ? Vous savez, j'espère ne pas avoir raison quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des enjeux politiciens qui se mettent déjà en route, et notamment pour les enjeux présidentiels de 2018. L'opposition peut être visée. Il y a le Premier ministre qui a dit notamment que c'était le gouvernement et les ministres qui étaient visés. Il n'y a pas de combat entre populations, il n'y a pas de frange, la population n'est pas divisée, la population veut et souhaite une meilleure gouvernance du pays. Maintenant, il y a des états-majors qui ont chacun leur stratégie, et puis il y a peut-être des éléments qui ont décidé de radicaliser leur opposition. Mais tout ça, autour de tout ça, on a parlé tout à l'heure de l'économie souterraine, il y a des enjeux financiers phénoménaux derrière. Et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être des choses que les Malgaches n'auront jamais fait avant commencent à apparaître. Et c'est très dangereux, il faut vraiment faire attention à tout ça. C'est pour ça que je fais appel à tous les citoyens républicains de mettre vraiment la meilleure gouvernance qui soit, avec le président élu, mais avec aussi les vérités qui sont toujours à dire. Et que la vérité vienne du pays réel, il faut l'exprimer, il faut les laisser, parce que c'est pas d'en haut qu'on dirige le pays. Le pays va s'élever grâce à
à un effort de solidarité nationale. Alors, au vu en tout cas des sommets de la COMESA, de la francophonie en novembre, les mesures de sécurité, le système sécuritaire sera prêt pour ces grands événements? Il est déjà prêt, il a été supervisé déjà par un certain nombre de personnalités de la communauté internationale, jusque et y compris Mme Michaëlle Jean qui est venue à plusieurs reprises à Madagascar. Ce que je veux dire également sur ces deux sommets qui sont très importants, c'est le retour enfin de Madagascar sur la scène internationale et c'est également le support de la communauté internationale aux efforts de développement de notre pays, qui n'est pas seulement le président de la République, mais qui est notre pays tout entier, comme a dit Philippe Radzon tout à l'heure. Monsieur Rajoelina, merci beaucoup d'avoir pris part à ce débat. Merci madame. Monsieur Radzon, merci également à vous. Merci à vous. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes sur Africa 24.